quand j'ai vu le film, j'ai été extrêmement touché, et plus que touché, je trouve ça absolument admirable, et ça a une résonance spéciale pour moi et par rapport à certaines choses que j'ai pu faire. Mais je pense que une des grandes différences, c'est que moi je suis après, donc je suis né à la fin de la guerre, donc après le génocide, pas tout à fait après le génocide, mais disons c'est à la fin. Et vous, vous l'avez vécu d'une manière personnelle. Et en cela, vous avez le droit, plus que moi, d'en parler. Par exemple, je n'ai jamais employé, dans toute l'activité, dans toutes les œuvres que j'ai pu faire, j'ai jamais employé une photo directement liée à la Shoah. Et il me semble que dans votre cas, il y a un souci plus documentaire. Enfin, d'abord, parce qu'il y a une nécessité d'en parler. Oui, mais c'est parfois pour les survivants aussi, c'est très difficile pour nous d'en parler. Parce que chaque mot, chaque phrase reste toujours en deçà, très loin de ce qu'on ressent vraiment, quoi. J'ai essayé de trouver un moyen d'en parler. J'ai essayé par la peinture au départ d'ailleurs, mais je me rends compte que j'arrive pas à le dire en dessin, en peinture. Et l'image, en fait, le documentaire m'apporte une mousseau, en fait. Mousseau, parce que dans le documentaire, dans le film documentaire que j'ai fait, c'est une manière d'abord d'aller vers les autres. Ouais, moi, naturellement, ce qui m'a le plus passionné dans votre film, mais aussi dans le livre de Hartfeld, La saison des machettes, c'est que je pense que ces deux œuvres apprennent énormément sur la Shoah. Parce que dans les deux cas, d'abord, il y a le fait de parler au bourreau. Et effectivement, dans ces deux œuvres, il y a cette chose qui est terrifiante, c'est que les bourreaux sont des hommes. Et que ça pose la question qui est comment on peut tuer son voisin. Comment chacun de nous, dans certaines conditions, et si on nous donne le droit de ça, et si on nous explique qu'il faut le faire, on peut le faire. Je crois que c'est là où typiquement à chaque génocide, parce qu'un génocide, c'est jamais question du mal qui est un homme qui se réveille, qui soudainement se met à massacrer. Dans le cas de génocide, il me semble que c'est toujours une idéologie qui vient se greffer sur justement ce couple, le mal et le bien qui est en nous. Et c'est après, parce que vous savez, c'est très difficile, il me semble, pendant les années que j'ai travaillé avec ces gens, il est très difficile malgré tout de tuer un être humain. Et ce n'est pas parce que soudainement le mal a pris dessus qu'on va prendre une machette puis couper la tête de quelqu'un. Il faut créer un climat. Il faut créer un climat pour le faire. Le climat, justement, c'est le diable, c'est le dirigeant, c'est l'idéologie politique qui arrive et qui crée un climat. Et quand on tue quelqu'un, la déshumanisation, ça ne fait pas qu'une seule partie. Ça se fait dans les deux côtés. Chez les victimes aussi bien que chez le bourreau. Sinon, il n'y aura pas de tuerie de masse possible. Oui, moi je pense, comme ça d'une manière générale, par exemple, que si on habille les militaires en militaires, et spécialement par exemple pour les Marines, qu'ils ont tous à peu près la même tête, et qu'on fabrique corporellement de la même manière, c'est pour qu'ils puissent tuer, parce que eux-mêmes ne sont plus des individus, ils sont des militaires, ils sont le groupe. La destruction d'un être humain fait dans cette, avec une vision idéologique derrière, ça se fait pas simplement pas le tuer quelqu'un, il faut le détruire, son identité, sa mémoire. C'est là que le mal devient... Oui. On n'a pas de mots pour expliquer ce mal. Comment on a osé d'aller si loin dans le processus de destruction de l'être humain. Mais peut-être parce que justement, on ne peut, et comme vous dites, il est tellement difficile de tuer qu'on ne peut tuer que si l'autre est un objet. Et donc il faut d'abord le rendre objet avant de pouvoir le tuer. Je crois que les nazis parlaient des juifs qui arrivaient dans les camps, en disant on a 3 tonnes de marchandises qui arrivent. C'est-à-dire qu'il faut absolument
supprimer l'idée que ce sont des êtres humains. C'est comme c'est exactement ce que fait les Khmer Rouges à S21. Le premier acte que les bourreaux face aux victimes, c'est de prendre une photo. Photo identité. Pour effacer l'identité, on prend une photo identité le plus propre possible, le plus net possible. Il y a des techniques, hein, les photographes de S21 parlent très bien. Et puis après, c'est là, personne, il y a des cas où il décide de détruire tout de suite. Il dit pas tuer, exécuter, il dit comme texte, destruction, réduire la poussière. Tous, ou presque, sont passés par une sorte de travail, enfin, il écrit leur autobiographie, mais une autobiographie selon le tortionnaire voulait. Donc ça veut dire vous remettre votre mémoire à zéro, puis vous inventez une histoire que vous ne connaissez pas. Et cette histoire-là, vous avez menti, parce qu'on vous a torturé, donc on est obligé d'écrire des choses, sinon on est tapé. Mais une fois que vous avez déjà écrit, fini votre histoire, votre autobiographie, seulement là, on ne vous tue pas tout de suite. Il faut qu'on reconnaisse cette histoire-là, il faut qu'on y croit. Et ce n'est après avoir cru à cette histoire, c'est-à-dire signer, accepter, qu'on amène les gens à la destruction. Mais il y a des cas où les gens résistent. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas détruire un être humain entièrement, complètement. Il y a des gens qui savaient qu'il allait être détruit, mais qui, par un biais d'une signature, fait passer un message. On a travaillé avec une fille qui s'appelle Bopana, et Bopana a refusé de signer déjà en khmer, et signe toujours en lettres latin, et il signe pas Bopa ou Bopana, il signe Seda de Det. Det c'est son mari, Seda c'est le personnage de Ramayana, et c'est une manière de résister. Jusqu'à sa mort, il signe Seda de Det, Seda de Det, et les Khmer Rouges ne voyait pas pourquoi elle signait toujours Seda Det, Seda Det. Elle résistait jusqu'au bout, elle savait qu'elle allait mourir. Ce que je pense qui est très difficile, c'est comment faire comprendre quelque chose qui est tellement exceptionnel. C'est-à-dire que moi je pense toujours qu'on a... le spectateur doit reconnaître, il ne doit pas découvrir mais il doit reconnaître. C'est-à-dire qu'on ne peut parler que de ce que l'autre sait déjà. Et dans des événements aussi impensables que ceux du Cambodge ou ceux de la Shoah, comment faire ressentir quelque chose qui est d'un ordre tellement autre. Il me semble que parfois, pour pouvoir expliquer, c'est pas un reportage précis, qui durera très longtemps, avec beaucoup de documents, c'est l'effet de l'art qui peut faire ressentir le mieux. Et que je pense que la grande force du film, j'ai presque honte de dire ça, c'est que c'est une œuvre artistique. Je me disais l'autre jour que je ne fais pas l'art, mais je comprends ce que vous me dites. Je comprends parce que... Et j'accepte très bien, parce que je fais quand même, malgré tout, même si je ne veux pas l'admettre, je fais un film qui... Oui, comme vous dites tout à l'heure, je ne peux pas prononcer d'un film un travail d'art, mais cette répression, il y a une forme artistique. C'est comme ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, peut-être je suis revenu vers le cinéma encore une fois, pour me sauver. Pour me sauver, et je ne fais pas je ne fais pas pour... Ce n'est même pas un moyen de s'exprimer. C'est vraiment mourir ou faire ces films, quoi. En même temps, je ressens comme une tragédie, hein, dans ce travail-là. Parce que ce travail, le but de ce travail, c'est tente quand même de lutter contre l'oubli. Mais d'un autre côté, il y a cet oubli, il s'imposera. Oui. C'est très... Il y a cette histoire que je crois vraie.
les camps de concentration sont devenus des sortes de musées. Et on m'avait raconté qu'un des, je peux dire, conservateurs de ce lieu avait beaucoup de problèmes parce qu'il y avait eu tellement de cendres humaines qui avaient été déposées là, que la nature était spécialement belle à cet endroit, et qu'il y avait des milliers de fleurs qui poussaient au printemps, et que son problème était de savoir s'il devait couper les fleurs ou ne pas couper les fleurs. Est-ce qu'on doit conserver l'horreur, ou est-ce qu'on doit laisser la vie prendre sur l'horreur? C'est-à-dire qu'effectivement, chaque personne, nous tous, mais chaque personne morte dans ces génocides ne sont jamais remplaçables, parce qu'ils étaient uniques. Mais qu'en même temps, heureusement, les choses continuent et que nous sommes remplacés.